premier ministre du Québec, faire le point sur la gestion de la pandémie au Québec. Monsieur le Premier ministre, sans tarder, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, comme vous l'avez vu au cours des derniers jours, des dernières semaines, on a mis en place des mesures que certains trouvent très dures, qui, je sais, sont difficiles à vivre, surtout après un an. Mais heureusement, quand on se compare avec ce qu'on voit, par exemple, en Ontario, on peut dire que nos mesures fonctionnent pour l'instant. Pour l'instant, la situation est toujours fragile. Il faut être très prudent. Puis je veux revenir à ce qui se passe en Ontario pour que tout le monde comprenne. Au Québec, on a actuellement 694 patients COVID hospitalisés. En Ontario, ils sont rendus à 2360. En Ontario, c'est 1,7 la population fois la population du Québec. Donc, on voit que la situation est très grave. On atteint les capacités limites dans les hôpitaux en Ontario. On a des discussions, là, je parle avec Doug Ford régulièrement, mais faut rester très prudent parce que dans certaines régions, nous aussi, on approche de la capacité limite. Je veux vous parler, bien sûr, les 3 régions qui sont les plus inquiétantes, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais. Bon, d'abord, Capitale-Nationale, comme on l'a vu depuis le début de la pandémie, il y a toujours d'abord une augmentation de cas, ensuite une augmentation d'hospitalisation, puis ensuite une augmentation des décès. On voit que la situation se stabilise sur le nombre de cas dans la capitale nationale, mais on voit que ça continue à augmenter du côté des hospitalisations puis des décès. On voit depuis seulement 2 jours, il y a eu une augmentation nette à Québec de 15 hospitalisations, puis il y a eu 6 nouveaux décès juste dans les 2 derniers jours. Donc, puis quand on se rappelle la montée du nombre de cas des dernières semaines, malheureusement, on peut penser qu'on va continuer à avoir des augmentations de ce côté-là. En Chaudière-Appalaches, même chose. On voit là, depuis 2 jours, 7 hospitalisations nettes de plus, 6 décès de plus dans Chaudière-Appalaches. Évidemment, le problème le plus grave est en Beauce. En Beauce, on est obligé de transférer 5 patients au cours des derniers jours de l'hôpital Saint-Georges-de-Beauce à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et puis, dans toute la région Chaudière-Appalaches, on est vraiment proche de la capacité maximale là, pour le nombre de patients dans les hôpitaux. En Outaouais, bon, d'abord, le nombre de cas stabilise, mais il est encore très élevé. Quand on regarde les taux de tests positifs, pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne au Québec, c'est 3,7 des tests qui sont positifs. En Outaouais, hier, c'était 10,9 Donc, c'est la région qui a le taux de tests positifs le plus élevé. Déjà, bon, on le sait, depuis plusieurs années, la capacité hospitalière est limitée en Outaouais. C'est pour ça qu'on va construire un nouvel hôpital. On est obligé de transférer des patients vers les Laurentides. Donc, là aussi, c'est vraiment proche de la limite là, hospitalière dans la région de l'Outaouais. Donc, je vous annonce malheureusement qu'on va être obligé de prolonger les mesures d'urgence dans ces 3 régions, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais, pour une autre semaine, donc jusqu'au lundi 3 mai. Bon, évidemment, ce que ça veut dire, c'est couvre-feu 8 heures, commerce non essentiel fermé et toutes les écoles fermées. On regarde, par contre, la situation de très proche, et je peux dire aux parents, là, on comprend très bien qu'au primaire, c'est très difficile l'enseignement à distance pour des enfants du primaire. Donc, la première chose, dès qu'on va avoir repris le contrôle de la situation, la première chose qui va être ouverte dans ces 3 régions-là, bien, ça va être les écoles primaires. Mais actuellement, bien, on le sait, il y a de la contamination, il y a de la contagion dans les écoles.
même si les enfants eux-mêmes sont peut-être moins à risque, ça a un impact sur la famille, puis sur la contagion communautaire. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, ouvrir les écoles primaires. Montréal et Laval, on voit que le nombre d'hospitalisations puis le nombre de cas reste très élevé, mais stable de façon surprenante. On pourrait penser, puis quand on regarde à peu près partout ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce sont les grandes villes, les plus grandes villes où il y a le plus de contagion. Mais pour l'instant, là aussi, nos mesures fonctionnent. Je comprends que Montréal et Laval, on a vu des réactions depuis qu'on a annoncé dimanche, il y a une dizaine de jours, le couvre-feu à 8 heures. Évidemment, c'est pas idéal. Là. On comprend tous que c'est pas le fun d'être obligé de rentrer à la maison à 8 heures. Mais pour l'instant, il reste que c'est presque difficile à comprendre comment ça se fait que les cas puis les hospitalisations se sont stabilisés à Montréal et Laval. Mais il ne faut pas exclure dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'il y ait une explosion de cas à Montréal et à Laval. C'est pour ça qu'on continue de suivre la situation de très, très proche. Bon, dans les autres régions, ça reste à des niveaux sous contrôle, mais encore une fois, il faut être prudent partout, dans toutes les régions du Québec, parce que ça peut prendre quelques jours pour exploser, surtout avec les variants là, qui sont beaucoup plus contagieux. C'est important, là, je veux le répéter, il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur les jeunes. Il reste que quand on regarde le nombre de cas chez les moins de 60 ans, puis qu'on se compare avec le pic du mois d'avril l'année passée, 2020, on a 2 fois plus de cas de personnes de moins de 60 ans. Je ne sais pas, le ministre de la Santé me disait qu'il faudrait dire jeunes adultes, parce que on ne parle pas nécessairement juste des très jeunes, mais si vous regardez, par exemple, hier, dans l'ensemble du Québec, il y a eu 77 nouvelles hospitalisations. Il y en a eu 35 que c'était des personnes entre 45 et 64 ans. Il y en a eu 10 que c'était des personnes entre 18 et 44 ans. Puis il y en a eu 2, c'était des personnes entre 0 et 17 ans. Donc, on le voit là, c'est évident depuis quelques semaines qu'il y a une augmentation du nombre de jeunes à l'hôpital. Bon, vous avez vu ce matin dans les médias cette jeune femme de 24 ans, cette jeune mère qui est à l'Hôtel-Dieu de Québec depuis 3 semaines. Elle ne peut pas manger, elle ne peut pas marcher. Et pourtant, elle a 24 ans. Donc, il faut rester, tout le monde, très prudent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la santé et toute l'équipe de vaccination fait un travail extraordinaire. Moi, je suis content. Je regarde ça presque d'heure en heure. À part la Saskatchewan, on est la province qui a vacciné le plus grand pourcentage de la population avec une dose. Donc, ça veut dire que notre système de vaccination fonctionne bien. Bon, cette semaine, on a eu une mauvaise nouvelle. Ottawa nous a annoncé que malheureusement, on va avoir moins de Moderna, mais ensuite, on va avoir plus de Pfizer. Donc, on pourra reprendre à partir de la semaine prochaine un rythme plus soutenu. Bonne nouvelle aussi, je vous annonce qu'à compter de demain matin, le vaccin AstraZeneca sera disponible pour toutes les personnes de 45 ans et plus. Donc, si vous avez 45 ans et plus, dépêchez-vous demain matin à aller vous enregistrer. Vous allez pouvoir vous faire vacciner. Puis, je répète, très important, pour on a eu le OK de la santé publique, le vaccin AstraZeneca est très sécuritaire et très efficace. On continue aussi à vacciner les travailleurs essentiels, comme les enseignantes, les éducatrices. Puis cette semaine, je pense que c'est jeudi, Christian Dubé va annoncer là, comment on va fonctionner pour les personnes handicapées, les proches aidants. C'est pas simple, là, parce que, évidemment, on ne veut pas commencer à faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai. Donc, Christian va expliquer ça jeudi. Donc, on va aussi les faire passer devant les autres. Puis parlant de ça, je veux quand même revenir parce que j'entends beaucoup de personnes dire « Pourquoi vous ouvrez pas à tout le monde? »
Bien, parce qu'on a fait le choix au Québec de commencer par les personnes qui étaient le plus à risque, qui étaient le plus vulnérables. Donc, c'est un choix qu'on fait. Ça ne nous empêche pas d'être efficace, là. Oui, ça peut arriver qu'à certains endroits, il n'y a pas de file d'attente et qu'il y ait des places de disponibles, mais il reste qu'au total, on vaccine plus que dans les autres provinces, puis ça nous permet de respecter un ordre et puis de commencer par ceux qui sont le plus à risque. Donc, je termine en vous disant que, évidemment, l'espoir, c'est la vaccination. C'est notre passeport vers la liberté de revoir nos amis, nos proches. Il y a encore des semaines difficiles d'ici à ce qu'on ait une majorité de la population du Québec qui soit vaccinée. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Quand vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. Là, on nous dit que la moitié n'y vont pas quand ils ont des symptômes. Là, c'est important, par solidarité, d'aller vous faire dépister. Puis quand c'est votre tour de vous faire vacciner, bien, allez vous faire vacciner. C'est comme ça qu'on va se donner un bel été. Merci. Je compte sur vous. Good afternoon. Bonjour à chacun, chacune. Depuis une semaine ou deux, nous avons imposé des restrictions sévères pour endiguer la troisième vague. Mais nous voyons que ces restrictions semblent fonctionner. Et nous constatons que les Québécois et les Québécoises n'abandonnent pas la lutte contre le virus. Je ne puis trop vous remercier de vos efforts. Avec ce qui se passe en Ontario, nous voyons à quel point la situation est fragile. Nous ne sommes pas immunisés contre ces possibilités, mais pour le moment, nous résistons et il nous faut demeurer très prudents. Nous avons encore 3 régions où la situation est préoccupante. La capitale nationale, je dirais Appalaches, et bien sûr l'Outaouais. Le nombre de nouveaux cas d'infection s'est stabilisé, mais le taux d'hospitalisation augmente. C'est pourquoi j'annonce que les mesures d'urgence spéciales vont continuer jusqu'au 3 mai dans ces 3 régions. Je sais à quel point la présence des enfants à scolariser à la maison est difficile, mais le problème, c'est qu'on risque de voir les hôpitaux être débordés. Il faut donc réduire les contacts au maximum. Et je puis vous garantir que la première chose à rouvrir, ce seront les écoles primaires. À Montréal et à Laval, nous résistons mieux que prévu, mais la situation est vraiment fragile. Donc, il nous faut maintenir les restrictions en place. Ailleurs au Québec, nous suivons l'évolution de la situation de très près. La bonne nouvelle, c'est que la vaccination continue de s'accélérer et maintenant, nous allons offrir le vaccin AstraZeneca aux gens de 45 ans et plus. Je vous invite à vous faire vacciner avec ce vaccin très efficace et sécuritaire. Le vaccin, c'est la voie de l'avenir, la voie de la liberté. Mais cela ne se passera que quand une majorité de citoyens et de citoyennes auront été vaccinés. Il nous faut tenir le coup jusqu'à là pour avoir un été vraiment formidable. Je compte sur tous et toutes. Je vous remercie. Nous allons amorcer la période des questions avec Maxime Denis, nouveau. Bonjour, monsieur. Monsieur Legault, quand vous dites la moitié qui ont des symptômes n'y vont pas, est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer la stabilité des cas à Montréal et Laval? C'est tout simplement que les gens ne vont pas se faire tester? Non, parce qu'on voit une stabilité du nombre d'hospitalisations. Donc, si les gens devenaient vraiment malades, ils se rendraient à l'hôpital, puis on voit que c'est stable du côté des hospitalisations. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, demande à lever les barrages avec le Québec parce que, oui, ça crée des bouchons de circulation assez importants. Pour les gens de l'Outaouais, les gens de Gatineau, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est quoi votre réponse à ça? Bien, écoutez, quand vous regardez le taux de contagion en Ontario, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, la situation est plus grave en Ontario qu'au Québec. Donc, c'est surtout nous là, qui tenons à garder ces mesures-là, s'assurer que les gens de l'Ontario ne viennent pas ajouter à la contagion à Gatineau puis à différents endroits au Québec. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Concernant la vaccination, donc, on décide pour le groupe d'âge maintenant de plus de 45 ans.
Est-ce que on décide que ce soit à 45 ans plutôt que 40 ans ou 42? Est-ce que c'est des raisons sanitaires ou des questions de disponibilité de vaccins, par exemple? Oui, je vais y aller. L'âge de 45 ans, là, il a été fixé par nos experts du CIC, du Comité d'immunisation du Québec. Et la raison pour laquelle l'âge est choisi et peut différer d'un territoire à l'autre, c'est en fonction de l'incidence de la maladie et de la situation épidémiologique. C'est pourquoi, donc, dans le fond, si vous avez une incidence très élevée, les bénéfices de la vaccination peuvent être encore présents à un âge plus bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un âge qui a été choisi au Québec, c'est le 45 ans. Et c'est en lien aussi avec nos données épidémiologiques, nos données d'hospitalisation, soins intensifs, etc. C'est vraiment à cet âge-là qu'on remarque une augmentation importante. Mais ça demeure des vaccins sécuritaires, je pense, comme tel. Vous savez que le Royaume-Uni l'a utilisé à 30 ans comme tel, mais nous, on l'utilise en fonction de notre épidémiologie. Par ailleurs, M. Legault, question peut-être... Ah, allez-y, M. Dubé. Horacio, si vous permettez. Contrairement aux semaines précédentes, là, ici, ce qui est important, c'est l'âge et non l'année de naissance. Je veux le préciser, il faut avoir un 45 ans fait pour se qualifier. Monsieur Legault, par ailleurs, question plus politique. Le budget donc, a été déposé hier. Vous l'avez vu, donc, la fameuse question de la hausse des transferts de santé du fédéral. Vous n'avez pas obtenu gain de cause là-dessus. Est-ce que, à terme, ce problème de financement-là va poser un risque sur la pérennité du système de santé, sur la qualité des soins ou sur le panier de soins qui est offert au Québec? C'est certain que c'est le problème le plus grave de toutes les provinces et les territoires actuellement, le problème financier le plus important. Vous le savez, on demande 28 milliards récurrents de plus pour l'ensemble des provinces. Donc, pour le Québec, c'est 6 milliards de plus. Bon, évidemment, vous avez remarqué que ça ressemble pas mal au déficit récurrent du gouvernement du Québec. Donc, ça veut dire que le gouvernement fédéral vient pas, en tout cas avec les transferts, nous aider à régler un problème majeur. Par contre, il y a un montant qui, la première année, va être d'à peu près 680 millions, puis va monter jusqu'à 1,8 milliard récurrents pour les frais de garde, pour les services de garderie qu'on a déjà au Québec. Bon, on sait on a un réseau à compléter, mais il reste que, bon, on peut dire que dans les 6 milliards qui nous manquent, là, il y a une partie, 680 millions cette année, puis 1,8 milliard en 2025, qui peut nous aider à régler une petite partie de notre problème financier. J'étais content de voir que même si le gouvernement fédéral ne se mêle pas de ses affaires encore, qu'au moins, ça va être fait sans condition, donc qu'on va pouvoir avoir une pleine compensation. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, concernant AstraZeneca, on a beaucoup entendu parler du fait que les femmes étaient davantage à risque de faire des thromboses. Pourquoi pas donner des directives différenciées pour les femmes et les hommes? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez... peut-être dire aux femmes plus jeunes là, par rapport à ça pour les rassurer. Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire pour se protéger si elles se font vacciner au AstraZeneca? Les experts, quand on regarde les données, là, ont démontré qu'en haut de 45 ans, là, il n'y avait pas nécessairement de ségrégation de sexe à faire comme telle. C'est vrai qu'il y a eu des cas chez des femmes plus jeunes dans certains pays comme tel, mais actuellement, on n'a pas de recommandation différenciée par le sexe. Les mesures que les femmes peuvent prendre, mais ce sont, se faire vacciner, surtout quand il y a, à mon avis, beaucoup de circulation. Donc, ça demeure, surtout à cet âge-là, un vaccin sécuritaire. Puis c'est, bien entendu, ajouter les autres mesures qui sont nécessaires. Je veux dire, il y a 4 mesures importantes. Je vais les répéter encore jusqu'à vitam aeternam. Le port du masque, la distanciation de 2 mètres, le lavage des mains. Et maintenant, on ajoute la vaccination. Sinon, concernant les variants, on nous répète depuis des semaines que les variants sont beaucoup plus dangereux. Il y a des experts qui disent qu'il ne faut plus parler de 2 mètres avec les variants, mais de 3 mètres. Quand est-ce qu'on va avoir des directives claires sur les gestes barrières en ce qui a trait aux variants, par exemple? Est-ce que c'est encore sécuritaire de prendre l'autobus ou le métro à l'heure de pointe avec les variants? C'est un exemple parmi d'autres, mais est-ce qu'on va avoir une mise à jour à ce sujet-là bientôt? Suivre la littérature par rapport à cet élément-là, il faut comprendre que déjà le respect de 2 mètres, c'est tout un défi dans notre société comme tel. Si on avait des indices comme quoi qu'il faut absolument
le faire. Je pense que la mesure de 2 mètres, du port du masque, comme on a mis aussi à l'extérieur, si on est à possibilité moins de 2 mètres, pour le moment, semble être quelque chose qui fonctionne, mais il faut dire que on a surtout du variant UK au Québec. On n'a pas encore eu beaucoup de Brésiliens ou autres, mais c'est des choses qu'on va surveiller de très près par rapport aux expériences internationales sur la base, je vous dirais, des données probantes. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Il y a de plus en plus d'experts qui, face à des éclosions qui surviennent dans des CHSLD, qui demandent à ce que la deuxième dose de vaccin soit donnée de façon plus rapide dans les CHSLD, les RPA, par exemple, ressources intermédiaires, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une hécatombe comme on avait connue dans les autres vagues dans les CHSLD. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Bien, premièrement, je veux m'assurer, puis merci pour la question, M. Lacroix, je veux rassurer tout le monde. On va respecter notre échéancier de donner la deuxième dose à l'intérieur du délai de 112 jours tel qu'on l'a promis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ce qui a pu peut-être inquiéter les gens, c'est qu'on a eu des retards dans Moderna, et Moderna était un des 2 ARN qui était prévu pour les CHSLD. Alors là, on est en discussion avec la santé publique, mais je pense que ça va se confirmer dans les prochaines heures, qu'on peut faire une alternance entre le Moderna et le Pfizer pour être capable de pallier au manque de Moderna qu'on a à court terme pour s'assurer justement qu'on respecte nos délais. Alors, ce que je voudrais, puis je veux dire le mot rassurant, là, parce qu'il est important pour nous, puis je vais le dire, là, au plus tard, le 8 mai, toutes les personnes des CHSLD vont avoir reçu leur deuxième dose, ce qui nous permet d'être à l'intérieur de nos délais. Et lorsqu'on aura terminé avec les CHSLD, à ce moment-là, on pourra passer dans les autres résidences, mais on va respecter notre engagement malgré le petit pépin qu'on a eu avec Moderna. Merci. Ma deuxième question est pour M. Legault. Hier, Ottawa a annoncé un programme pan-canadien de services de garde qui est calqué sur celui du Québec. Mme Freeland a annoncé qu'il allait avoir une compensation pour le Québec, mais il en demeure pas moins que ça, vous l'avez souligné tout à l'heure, que ça demeure un empiètement dans les compétences des provinces. Est-ce que vous avez l'intention de contester quand même ce programme-là? Ou est-ce que le fait d'avoir justement une compensation fait en sorte que pour vous c'est correct qu'on reçoive de l'argent, même si Ottawa vient marcher dans les plates-bandes des provinces? Bon, d'abord, Éric Girard parlait avec Chrystia Freeland, puis il y a eu la confirmation qu'il y aurait une pleine compensation sans condition. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Évidemment, on va continuer de dénoncer cette mauvaise habitude de Justin Trudeau de vouloir centraliser, de jouer au papa avec les provinces. C'est vrai pour les CHSLD, c'est vrai qu'il a décidé de reporter ça pour ne pas faire de trouble pour l'instant. Mais cette mauvaise habitude de centraliser, je pense qu'il devrait respecter les compétences des provinces, des territoires. Vous n'avez pas l'intention de contester? Pas pour l'instant. Marc-André Gagnon, Le Journal de Québec. Bonjour. Première question pour le Dr Arruda. Il y a quelques semaines, à peu près un mois, vous avez indiqué ici même qu'une personne qui a déjà eu la COVID est considérée comme étant immunisée après avoir reçu une seule dose de vaccin. Donc, autrement dit, pas besoin d'un deuxième rendez-vous pour une deuxième dose dans ces cas-là. Or, dans le contexte actuel de rareté, comme il y en a plusieurs qui sont asymptomatiques, pourquoi ne pas procéder systématiquement à un test sérologique? Par exemple, lorsque les gens font des prises de sang ou donnent du sang pour, autrement dit, économiser des doses. Il faut comprendre que la relation entre la protection et la sérologie n'est pas toujours indiquée. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut avoir une sérologie qui va être négative, puis on est protégé quand même, mais tout simplement, c'est qu'on pense que les personnes, on sait qu'il y a des cas de réinfection. On sait qu'actuellement, la recommandation de nos experts d'immunisation, c'est de donner une dose et non pas 2, parce que la maladie fait état de première dose. Et puis, si on veut maintenir aussi leur protection puis éviter qu'ils se réinfectent puis qu'ils retransmettent
c'est la chose qui est faite. Et comme je vous dis, faire des sérologies, là, dans plusieurs programmes, on s'est rendu compte que souvent, de faire des sérologies pour économiser des doses, c'est encore plus coûteux en termes de sérologie, de traitement, et pour un bénéfice qui est marginal. Concernant les personnes atteintes de maladies chroniques, les médias, les pharmaciens, puis même le ministère de la Santé, là, selon ce que je voyais sur sa page Facebook, sont encore inondés de témoignages de gens pour qui c'est pas encore possible de prendre rendez-vous via Clic Santé. Donc, à partir de quand est-ce qu'ils pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé? Est-ce que c'est dans une semaine, dans 2 semaines? À partir de quand ils pourront réserver une plage de vaccination, je dis bien, donc en pharmacie, puis pourquoi pas les prioriser avec l'AstraZeneca? Bien, écoutez, je vais répondre en 2 temps. Là. La première chose, c'est que beaucoup d'empathie, puis on les a lues, toutes les questions qui ont été là-dessus, M. Gagnon, puis c'est pour ça que commençons par profiter de la bonne nouvelle. Le fait d'avoir un Pfizer additionnel qui est en livraison importante à compter de la première semaine de mai nous a amené à se rasseoir avec la santé publique puis à regarder comment on pourrait élargir le groupe qui répond à cette question-là. Donc, vous savez, on a traité vraiment les maladies chroniques graves qui étaient traitées à l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on a annoncé il y a une semaine. Bon, suite aux demandes des maladies chroniques, mais je dirais qui ne sont pas traitées à l'hôpital. Puis je vais additionner aussi une autre catégorie, c'est-à-dire les personnes handicapées, que ce soit intellectuelles ou que ce soit physique. On va tout clarifier ça jeudi parce que la bonne nouvelle que je donnerai aujourd'hui, c'est qu'avec les Pfizer supplémentaires, on va annoncer ça jeudi. Là, je veux qu'on soit bien clair quand on va faire l'annonce. La liste va être détaillée sur notre site Web et les gens, à partir de jeudi, on va donner une date précise où les gens peuvent commencer les rendez-vous. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a des vaccins supplémentaires de Pfizer. On va s'organiser pour élargir la catégorie de maladies chroniques, d'handicapés physiques ou intellectuels. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de jeudi, là, lorsqu'on fera l'annonce, on va être capable de prioriser ces gens-là avant la population. Parce qu'en théorie, quand on avait fait l'annonce la semaine passée, ils faisaient partie de la population. Là, ce qu'on va leur donner, c'est une priorité par rapport à la population avant d'élargir à la pleine base. Fait que c'est une bonne nouvelle, mais on peut le faire grâce au vaccin supplémentaire de Pfizer qu'on reçoit à compter du 3 mai. Juste pour préciser. Pas nécessairement en pharmacie. On va pouvoir élargir justement où ils vont pouvoir le recevoir. Fait que on a pris cette décision-là ce matin. Là, il nous reste à bien préparer toutes les choses. Fait que j'aimerais mieux qu'on prenne le temps jeudi de l'expliquer comme il faut, puis on fera un point de presse particulier sur ce point-là, parce qu'on a beaucoup d'empathie, on a eu beaucoup de demandes pour ça, puis on va trouver la bonne façon de répondre à la population. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Je vais continuer là-dessus. En fait, est-ce que, donc, vous convenez que c'est très flou, la catégorie qui a été mise en place par le comité, là? Je dirais pas qu'elle est floue, mais elle était limitée en raison du nombre de vaccins, Mme Prince. Ce qu'il faut dire, c'est que je vous donne un ordre de grandeur, là. On avait dit, à cause, c'est toujours le problème, c'est combien de vaccins qu'on a, puis est-ce qu'on peut faire une catégorie spécifique. La catégorie spécifique, elle était la catégorie numéro 8, telle qu'expliquée par la santé publique. Et ça, c'était vraiment ceux qui avaient un service important à l'hôpital. C'était ça qui était l'essentiel de la catégorie. Et je le répète, maintenant qu'on a plus de vaccins, bien, au lieu de passer après la catégorie 8 et 9, 8, c'est nos maladies chroniques, puis 9, c'est nos services essentiels, mais là, on se dit, vu qu'on a ajouté un nombre important, là, c'est presque 1 million de vaccins de plus, c'est 230 000 de plus par semaine pendant 4 semaines le mois de mai. Là, ça fait 920 000 vaccins. Ces 920 000 vaccins-là, avant de les rouvrir à la population en général, on va venir préciser qu'est-ce qu'on va faire dans les maladies chroniques. Donc, on va ajouter des maladies chroniques, très important. Puis 2, on va ajouter aussi des handicapés physiques ou intellectuels. Donc, ça va être plus précis, mais ça va être encore plus grand. Alors, c'est ça qui est la bonne nouvelle qu'on pourra clarifier jeudi, mais on va le faire juste une fois, puis ça va être clair.
Je voudrais aussi revenir sur une question de ma collègue Isabelle. Comment on se protège actuellement du variant brésilien en Colombie-Britannique? Parce que là, il y a des gens qui commencent à planifier leurs vacances d'été et comme ils se disent peut-être qu'on ne pourra pas aller aux États-Unis ou à l'étranger, bien à ce moment-là, on va voyager au Canada. Alors, est-ce qu'il y a des mesures pour empêcher les gens de la Colombie-Britannique de venir ici et vice-versa? On le dit actuellement, la recommandation n'est pas de faire des voyages non essentiels vers ces provinces, autant eux vers nous que nous vers eux. Et je tiens à vous dire qu'on a des discussions actuellement à avoir avec le fédéral là, et notamment en interprovincial pour justement éviter l'importation de ces variants qui sont plus préoccupants, là, notamment le brésilien. Moi, je pense que la meilleure protection, là, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas y aller. Toujours les recommandations. Non, vous avez raison, mais là, à ce moment-là, il va falloir qu'on voie est-ce qu'on va y mettre certains éléments de contrôle pour le voyagement, là, surtout si la situation continue à flamber comme elle flambe actuellement en BC ou dans les autres provinces. Fait que moi, je pense qu'on a ces discussions-là avec les directeurs de santé publique des autres provinces. Mais je pense qu'on va devoir se positionner là-dessus assez rapidement en termes de mesures. Là, on a fait des contrôles terrestres entre l'Ontario et nous, mais l'avion est aussi un mode de transport plus rapide. Je pense qu'il faut qu'on regarde des mesures de contrôle qui pourraient être faites, soit par des tests, soit carrément en contrôle si jamais la situation se détériore trop. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. D'abord, sur l'âge d'admissibilité au vaccin d'AstraZeneca. Bon, il y a des provinces qui ont choisi 40 ans. Nous, on y va 45. Je veux bien comprendre. D'abord, où est l'avis du comité d'immunisation? Parce que là, on ne l'a pas vu, puis on fait une annonce à ce sujet-là. 2, est-ce que, juste bien comprendre, parce que là, on ne l'a pas, on ne le sait pas. Donc, puis deuxièmement, les raisons exactes pourquoi certaines provinces y vont pour le 40, puis nous, on y va pas pour le 40. Je vais y aller. L'avis va sortir cet après-midi du CIQ. Là. On l'a eu, bien entendu, sous embargo. Là. La raison pour laquelle, c'est les experts qui ont décidé que c'est à 45 ans francs, c'est-à-dire quand vous avez 45 ans et plus, vous pouvez avoir l'AstraZeneca. Et c'est basé sur l'analyse de risque des bénéfices versus le potentiel risque de coagulation, de problèmes de coagulopathie. Avec l'incidence qu'on a actuellement au Québec, quand on regarde nos données de quels sont les groupes d'âge qui se font hospitaliser ou qui vont aux soins intensifs, la limite de 45 semble être le chiffre pour le Québec. Si nous étions en Ontario, par exemple, avec une incidence beaucoup plus élevée, à ce moment-là, le risque d'être hospitalisé et d'avoir des complications, d'aller aux soins intensifs est augmenté. Et à ce moment-là, le rapport bénéfice-effet n'est pas le même. Fait que nous, en allant à 45, puis il faut aussi prendre en considération le nombre de doses, mais nous, là, notre timeline, c'est 45 en fonction de l'épidémiologie aujourd'hui. Si on se retrouvait dans une situation où il y aurait augmentation importante de l'incidence, on pourrait arriver à une décision d'aller plus bas, mais c'est véritablement un calcul de risque et ça varie d'un territoire à l'autre. OK. En profiter pour que les Québécois savent ce qu'on offre à compter de demain matin. Là, il nous reste juste un petit peu moins que 200 000 doses d'AstraZeneca partout au Québec. Et les deux catégories qui viennent de s'ajouter, c'est-à-dire celles de 50 à 55 et de 45 à 50, comptent plus de 600 000 personnes qui n'ont pas été vaccinées. Alors, si j'ajoute ceux qui sont encore de notre population cible, à peu près un autre 200 000, c'est à peu près 800 000 personnes qui pourraient aller utiliser le Astra. Fait que je vous dirais, à compter de demain matin, là, levez-vous de bonne heure parce que ça va être actif sur les sites de rendez-vous parce que c'est à peu près 800 000 personnes pour 200 000 vaccins. Monsieur le Premier ministre, que concluez-vous du jugement sur la loi 21? Bien, je suis déçu du jugement. Je le trouve illogique. Actuellement, c'est comme si la laïcité et les valeurs, ça s'appliquait de façon différente aux anglophones qu'aux francophones. Donc, au Québec, on protège les droits des anglophones de recevoir des services en anglais, mais là, on s'est rendu que ça viendrait protéger des valeurs différentes pour les anglophones que les francophones. Moi, je pense qu'au Québec, tous les Québécois, pour tous les Québécois, il doit y avoir
des valeurs communes. Et je ne comprends pas le jugement. Puis il va peut-être nous autres se poser... va falloir peut-être nous autres se poser des questions là, sur pourquoi les droits des anglophones au Québec d'avoir des commissions scolaires ou des services de santé en anglais vient avoir un impact sur nos valeurs communes. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda, je vais vous poser une question à vous, Dr Arruda. Si 49% des écoles au Québec ne passent pas le test de la ventilation, est-ce qu'elles sont sécuritaires? Est-ce qu'elles sont sécuritaires? Je pense que ça dépend là, il n'y a pas seulement la ventilation qui est un facteur qui permet de protéger les jeunes. C'est un facteur. Je pense que ce qui est visé, c'est d'améliorer notamment l'indicateur du nombre de ppm. Mais avec les mesures qu'on met en place, on le sait, les écoles, ici comme ailleurs dans le monde, c'est un milieu où il y a de la transmission parce qu'il y a des contacts étroits entre les élèves, etc. Mais je vous dirais que c'est pas le facteur principal. Je ne veux pas dire que c'est pas important. Et je vous dirais aussi que le bénéfice de ça va être aussi d'améliorer la qualité de l'air de façon générale dans les écoles. Mais je ne pense qu'actuellement, de priver les élèves d'une présence à l'école aurait des impacts beaucoup plus négatifs que la genèse de cas qui pourraient survenir puis qu'il y a des moyens de prévention mis en place. Monsieur le Premier ministre, vous en avez parlé en ouverture et vous avez fait état là, de l'explosion des cas en Ontario. Est-ce que vous avez une garantie du fédéral qu'il n'y aura pas de transfert de vaccins vers l'Ontario compte tenu de l'explosion? Et où vous en êtes rendu dans votre réflexion là, pour aider Doug Ford? On sait que pour le personnel de santé, c'est pas possible, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer? Là? Bon, d'abord, M. Trudeau a répété à plusieurs reprises que la répartition des vaccins entre les provinces se ferait strictement au prorata de la population. Donc, il n'y a pas de raison de croire qu'il y aurait un changement de ce côté-là. Deuxièmement, bien, vous savez, on est serré, surtout du côté des infirmières déjà au Québec. Oui, j'ai eu des discussions avec Doug Ford au cours des derniers jours, là, mais je vais garder quand même ces discussions-là privées. Pour l'instant, là, il n'est pas prévu d'envoyer des infirmières en Ontario. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Je reviens avec une autre question sur AstraZeneca pour M. Dubé. Cette fin de semaine, à Montréal, il y a un quart des doses disponibles qui ont été administrées. Donc, quel rôle est-ce que, au-delà de la vie du cycle, quel rôle est-ce que ça a joué le manque de popularité dans une certaine tranche de la population d'AstraZeneca dans la décision que vous prenez aujourd'hui? Bien, premièrement, c'est un bon point, mais la décision du SIC n'a rien à voir avec nous, là, avec le ministère comme tel, je veux vous rassurer. Mais ce qui est arrivé avec la catégorie de 55 ans et plus on vaccinait des gens, on a commencé il y a 10 jours, on avait 411 000 vaccins. Alors, c'est sûr que d'une petite tranche de population, d'à peu près 600 000 personnes à la base, donc les 55 à 60 ans, avaient déjà été vaccinés, par exemple, ailleurs, des fois dans des CHSLD, dans les lieux de travail, des travailleurs de la santé. Donc, on se rapprochait de plus en plus de notre zone cible. C'est-à-dire que chaque tranche d'âge, comme vous savez, on vise 75 % de la population. Alors, ça devenait un peu se battre contre nous-mêmes, d'essayer de convaincre des gens qui sont déjà convaincus, parce que ce qui nous restait, là, c'était vraiment la couche supérieure du 55 ans et plus. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis clair avec les Québécois que là, maintenant, on rouvre 2 nouvelles catégories qui vont passer avant la population en général parce que le AstraZeneca est disponible. Donc, c'est ce qui nous reste de ces personnes-là qui ne s'étaient pas fait vacciner. Ils ont encore le temps de le faire, mais là, c'est 600 000 personnes de plus qui vont être disponibles, qui vont pouvoir profiter de
pour ça qu'on l'avait demandé à la santé publique. D'ailleurs, je vais vous dire, on n'est pas la seule province qui faisait ces demandes-là. L'Ontario faisait la même demande. La Colombie-Britannique aussi. Alors aujourd'hui, moi, je suis très heureux, puis surtout d'avoir 2 catégories d'âge. C'est-à-dire qu'on est disons, raisonnablement certain qu'il va y avoir beaucoup d'appétit pour ça, parce qu'on l'a vu qu'avec une tranche d'âge, on a déjà passé la moitié, plus que la moitié. Merci. Ma deuxième question s'adresse à Dr Arruda. On l'a évoqué un peu plus tôt, on vous a même posé la question indirectement. Montréal et Laval, ça va bien, c'est stable, c'est-à-dire. Monsieur Legault répète que c'est un peu difficile à expliquer. Est-ce que vous avez des pistes en fait, c'est-à-dire des pistes pour nous guider dans cette réponse-là? Je pense qu'il faut quand même faire valoir que le Québec, même si les gens ont l'impression qu'on fait beaucoup d'allègements, c'est quand même des mesures assez importantes, des couvre-feux. Je vous dirais, là, par rapport à ce qui est déjà, quand on se compare avec d'autres régions. Donc ça, je pense que c'est un élément. La région métropolitaine est une région aussi où les gens ont connu une première vague très, très, très intense. Puis c'est arrivé entre la première et la deuxième. Il y a eu, à un moment donné, dans la deuxième, dans les régions qui avaient été moins touchées, une augmentation plus rapide. Bon, je pense qu'il n'y a pas un seul facteur qui explique ça. Il y a un facteur qui est associé, il y a une vaccination qui a lieu, un petit peu en avance par rapport aux autres, mais c'est peut-être pas suffisant pour expliquer ça. C'est probablement le comportement des individus, la quantité de contacts sociaux. Un excellent traçage qui est fait actuellement dans la région métropolitaine, très intense. Donc, c'est une série de facteurs, mais, comme on vous le dit, moi, je suis content. Là, je peux vous dire que chaque matin, quand on reçoit nos données, là, on regarde avec peur, est-ce qu'on est en train de commencer à monter parce qu'on voit ce qui se passe à côté en Ontario. Fait que moi, ce que je recommande aux gens, c'est de ne pas lâcher. Et il faut qu'on continue nos efforts jusqu'à temps qu'on ait suffisamment de gens vaccinés là, pour ne pas se retrouver dans une situation, je vous dirais, complètement déstabilisée comme vit l'Ontario, puis ça peut aller très vite. Olivier Bossé, Le Soleil. Monsieur Dubé, juste pour être sûr, l'AstraZeneca, demain matin, c'est sur rendez-vous dans les grands centres de vaccination. Rendez-vous en ligne, donc on parle à minuit, à 6 heures. Parce que là, quand vous dites 800 000 personnes pour 200 000 vaccins, ça va... C'est pour ça que je le mentionne. Premièrement, on va continuer de faire la version hybride, c'est-à-dire avec rendez-vous et sans rendez-vous. Parce qu'on a bien vu avec ce qui s'est passé depuis 10 jours, que les gens appréciaient beaucoup avoir la flexibilité de se rendre rapidement. C'est sûr que Puis on vous avertit, dans le sans rendez-vous, il va y avoir des files d'attente. Ça, c'est certain, mais c'est le choix. Moi, j'inviterais les gens là, à compter de tôt demain matin de prendre les rendez-vous. Les plages vont être ouvertes à compter probablement de minuit, comme on fait habituellement le soir. Alors, je vous dirais de profiter de cette opportunité-là, mais on va être avec et sans rendez-vous les deux. Monsieur Legault, vous dites on n'aurait pas moins de vaccins avec ce qui se passe en Ontario. Pour l'instant, on ne veut pas envoyer d'infirmières. Est-ce qu'on pourrait recevoir des patients? C'est quoi la teneur? Je comprends que c'est des discussions privées avec M. Ford, mais c'est quoi la teneur des demandes en ce moment? Parce qu'effectivement, ils sont dans le trouble. Bien, je préfère garder les discussions en privé. Mais il y a quand même... Est-ce qu'on pourrait recevoir des patients de l'Ontario? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Bien essayé. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais avec Philippe Autier de Gazette. Good afternoon. Bonjour. Vous pouvez y aller, M. Autier, on vous entend très bien. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce que je me demande, c'est qu'avec la situation qui prévaut avec les restrictions entre le Québec et l'Ontario, M. Legault, avez-vous réfléchi un peu à la fermeture des liaisons aériennes entre le Québec et le reste du Canada? Réponse. Nous discutons entre nous, entre Doug Ford et moi-même, entre autres, sur les déplacements entre les provinces. J'étais content d'entendre il y a quelques minutes que le gouvernement fédéral a décidé que les mesures pour les vols internationaux allaient se prolonger jusqu'en fin mai. Bien sûr, nous nous préoccupons des vols qui arrivent de pays comme l'Inde ou le Brésil.
Donc, oui, j'ai abordé cela avec le fédéral comme avec Doug Ford afin d'être sûr que les vols internationaux soient entourés des mesures nécessaires, que la quatorzaine soit vraiment respectée. Et nous pensons à en faire davantage pour les voyageurs par voie terrestre. Merci. Deuxième question. Avec ce qui prévaut à Montréal comme à Laval, où on décèle une certaine stabilité, est-ce que vous envisagez de repousser le couvre-feu à 21h30? Réponse. Pas pour l'instant, non. Mais c'est vrai que la situation est stable. C'est quand même assez élevé. Le nombre de cas d'infection, le nombre d'hospitalisations est encore assez élevé. On n'exclut pas ce genre de changement dans les semaines à venir. Si on peut fixer le couvre-feu à 21h30 à Montréal comme à Laval, on va le faire, mais nous pensons que pour l'instant, la situation est un peu trop fragile pour passer de 20h à 21h30. Prochaine question. Good afternoon. Bonjour. My first question is again about people who... Ma première question, c'est sur les gens qui ont des maladies chroniques. Et comme vous l'avez mentionné, nous avons reçu un certain nombre d'appels et de courriels de gens qui ont un membre de la famille. Ils se disent un peu exclus des centres de vaccination. Et c'est un peu le gâchis. C'est la confusion. On les a envoyés regarder une vidéo en français qui semblait être un système très complexe, mais on ne traduit pas cette vidéo. Pourriez-vous peut-être aborder ce qui semble être fort complexe pour une raison jusqu'ici inconnue? Réponse. Je pense que la première raison du mécontentement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sur la liste initiale publiée la semaine dernière. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de vaccins, surtout avec Pfizer, qu'on attend le 3 mai, de concert avec des discussions avec les autorités sanitaires, nous voulons augmenter le nombre de personnes qui pourront recevoir ces vaccins dans les semaines à venir. Donc, pour s'assurer de la clarté, nous avons bien de l'empathie pour ces gens-là, qu'ils souffrent de maladies chroniques ou qu'ils vivent en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou mental. Nous allons clarifier le tout et nous allons faire une annonce très claire jeudi. Donc, je demande un peu de votre patience, mais étant donné la bonne nouvelle et le fait que Pfizer nous a assuré que les livraisons sont prévues le 3 mai, nous allons certainement ouvrir plus de plages de rendez-vous jeudi et je vais l'expliquer en détail jeudi. Ma deuxième question, pour M. Legault, vous avez dit en français que vous êtes préoccupé par le jugement sur la loi 21, car ça donne des règles différentes aux anglophones par rapport aux francophones. Le jugement a quand même préservé la plupart des dispositions de la loi 21. Quelle est votre préoccupation quant aux écoles anglophones? Est-ce que c'est vraiment une grosse épine dans votre pied? Réponse. Moi, je ne vois pas de lien entre la langue et les valeurs y inclus le laïcisme. Donc, je ne comprends pas pourquoi le juge a dit que les anglophones, dans les commissions scolaires anglophones, peuvent avoir des valeurs différentes que les autres Québécois. Je ne pense pas qu'on peut diviser le Québec en deux. On a besoin d'un Québec avec un ensemble de valeurs communes. Prochaine question. J'aimerais reparler d'AstraZeneca, s'il vous plaît, et le fait que le chiffre magique, c'est 45 ans, le seuil, donc.
Pourriez-vous reprendre cette explication et que dites-vous aux femmes qui se prennent des moyens chimiques de contraception, la pilule, par exemple? Bon, pour les femmes qui prennent la pilule, surtout si elles fument, il y a un plus haut risque de caillots et déjà les femmes sont plus à risque que les hommes en règle générale. Maintenant, le risque de la COVID est plus élevé encore. Maintenant, pour l'âge, on nous a recommandé, spécifiquement par nos experts en immunisation, et ils tiennent compte de l'épidémiologie et le taux d'incidence qui existe ici au Québec. Si nous nous comparons à l'Ontario et d'autres provinces, par exemple, il y a un taux plus élevé. Ils ont plus de cas d'infection que nous ici au Québec. Donc, en faisant l'équilibre entre les risques et les bénéfices, l'âge aussi, en lien avec les hospitalisations, c'est 45 ans. Si le portrait change, si on a une aggravation de ce portrait épidémiologique, on pourrait abaisser l'âge. Mais maintenant, fondé sur les faits, c'est 45 ans le seuil. C'est là où on entame l'ouverture à l'AstraZeneca. Question maintenant pour les mesures d'urgence temporaire. En les annonçant, ça devait commencer le 1er avril et ça devait durer pendant une semaine après Pâques. Donc, 10 jours. Maintenant, il faut renouveler ces mesures. Ça va faire un mois. La semaine prochaine, le lundi prochain, ça va faire un mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Réponse. Hélas, la situation hospitalière dans les 3 régions que vous connaissez est vraiment préoccupante. Le nombre de personnes hospitalisées augmente à tous les jours, madame. Hélas, nous n'avons pas vraiment le choix que de prendre toutes les mesures afin de réduire le nombre de contacts, y inclus pour les enfants. Mais dès que nous aurons l'approbation de la santé publique, nous allons rouvrir les écoles primaires en tête de liste. Je comprends très bien que c'est difficile d'avoir ce genre d'éducation à domicile pour ces jeunes. Prochaine question. C'est pour M. Dubé. Vous en avez parlé en français, Monsieur le ministre. Il a été question de 2e dose dans les CHSLD. Quelques-unes des options demandées par les médecins, c'est de rediriger Moderna des pharmacies ou d'approuver le Pfizer à quelqu'un qui a reçu Moderna comme première dose. Est-ce que ces options sont sur la table? Réponse. Oui, mais nous attendons l'approbation finale pour voir si nous pouvons faire la substitution. Mais je ne crois pas que ce soit un problème, car notre enjeu maintenant, c'est l'arrivée tardive de Moderna. Donc, pour s'assurer que nous puissions respecter l'engagement des 120 jours de délai, il va falloir peut-être faire une substitution. Mais ce sont 2 vaccins à ARN, donc je crois que ça va aller. Peut-être avant le 120 jours? Si on a le feu vert pour la substitution, le plus tôt, le mieux. On s'est engagé pour le 120 jours, mais si jamais on peut le raccourcir, c'est sûr, on va essayer de respecter le 120 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. François Legault est attendu, de même que Christian Dubé, à la période de questions dans quelques minutes ici à Québec. C'est la raison pour laquelle cette conférence de presse prend fin à 7 heures. Monsieur Legault a confirmé une information qui circulait depuis ce matin que, à partir de demain, les gens de 45 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner avec du AstraZeneca. C'est 600 000 Québécois de plus qui auront accès à un vaccin. Ça s'ajoute aux 200 000 de 55 ans et plus qui ont toujours accès à ce vaccin et qui ne s'en sont pas prévalus pour l'instant. Donc, 800 000 Québécois qui auront accès à 200 000 doses. Alors, Christian Dubé dit, levez-vous tôt pour prendre votre rendez-vous. Pourquoi 45 ans, pas 40 ans comme d'autres provinces? À cause de la situation épidémiologique du Québec, le comité d'immunisation juge qu'à 45 ans, c'est pertinent actuellement. Aussi, M. Dubé annonce que jeudi, il élargira la vaccination prioritaire
de gens qui sont des handicapés intellectuels ou physiques, des personnes qui souffrent de maladies chroniques aussi, et les proches aidants. Donc, point de presse jeudi à venir sur la vaccination. Et Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais restent en mesure d'urgence. Ça veut dire couvre-feu à 20 heures, écoles et commerces non essentiels fermés pendant une semaine de plus jusqu'au dimanche 2 mai inclusivement. Christian Latreille suit à l'instant. Merci d'avoir été là. À demain, 12h30.